Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour vous montrer comment on peut récupérer les données issues de la blockchain et les cartographier sous forme de graphes visuels avec un outil comme Gephi. Nous allons utiliser un tout petit peu de Python et ça va aller assez vite, vous allez le voir. Donc le point de départ de notre travail, c'est d'identifier sur OpenSea, que vous connaissez certainement, qui est la marketplace, en tout cas l'une des principales marketplaces aujourd'hui en ce qui concerne les NFT. On va aller identifier sur OpenSea une collection qui peut vous intéresser et pour laquelle vous voulez voir quelles sont les transactions, les achats, les ventes qu'il y a eu d'items sur ces collections-là. Donc pour l'objet de ce tutoriel, j'ai choisi d'utiliser les NFT qui correspondent en fait à des terrains du métavers Otherside for Otherside. Donc c'est un projet que vous pouvez investiguer via leur site web officiel. Par exemple ici, voilà, là c'est le site web officiel. Vous vous rendrez compte que c'est un projet qui est en cours de construction, qui est mené par Yuga Labs. Yuga Labs qui sont les fameux créateurs des Bored Ape. Donc on pense au Bored Ape Yacht Club, mais aussi à des collections dérivées. Et donc qui ont aujourd'hui l'objectif de créer un métavers dédié. Ce métavers, évidemment, pour pouvoir y participer, il faut posséder un terrain. Et ces terrains-là sont des NFT. Donc l'objectif de notre travail va être de voir quelles sont les transactions qui ont été effectuées récemment sur ces terrains, de les cartographier et d'identifier éventuellement des patterns anormaux ou des patterns intéressants qui nous permettent de distinguer par exemple des traders de NFT qui sont là pour faire du profit assez rapidement ou plutôt voir si certains profils sont là pour conserver ces NFT là et voir s'il n'y a pas non plus des manipulations de marché sur ces NFT. Ça peut être intéressant de pouvoir les cartographier. Donc voilà dans mon cas la collection qui m'intéresse. Donc c'est pas compliqué de la retrouver, je vais sur OpenSea et puis je peux utiliser le moteur de recherche. Une fois que j'ai ma collection, je vais vouloir identifier, récupérer une information qui est précieuse, qui est donc l'adresse du smart contract qui est associé avec la collection, que vous pouvez comprendre comme une sorte de caisse, la caisse qui a enregistré toutes les transactions qui ont été faites autour de cette collection. Et donc pour récupérer cette adresse de smart contract, je vais choisir un item de la collection, ça peut être n'importe lequel, et en fait en sélectionnant cet item, je vais pouvoir aller dans les paramètres du détail, et dans les détails ici j'ai le contract adresse, c'est cette information là qui va nous intéresser dans un premier temps. Donc si je clique ici, vous allez sur Etherscan, donc vous voyez qu'en fait ces NFT sont stockés sur la blockchain Ethereum. Sur Etherscan, vous avez ici l'adresse qui nous intéresse et tout un élément, tout un ensemble de détails que vous pourrez analyser. En tout cas, sachez, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'écosystème crypto, les NFT, etc., que bon, le terrain que j'ai choisi ici, il est à 0,54 Ether aujourd'hui, et donc c'est l'équivalent de 1221 $. Si je reviens sur la collection dans son ensemble, vous vous rendez compte, c'est une collection qui est assez énorme, puisqu'il y a eu un volume total de transactions qui représentait 615 000 Ethers, et donc à la valeur de l'Ether à l'heure actuelle, qui est aux alentours de 2086 €, vous avez en tête quand même à quel point est-ce que ces collections-là, elles brassent énormément d'argent, et donc sont des projets qui sont conséquents et qui ont des ambitions assez larges. Donc j'ai récupéré l'adresse du smart contract qui est associée à la collection que je veux étudier. Vous pouvez choisir n'importe quelle collection. Alors typiquement, quand j'arrive sur la page de départ d'OpenSea, vous allez pouvoir voir quelles sont les collections qui sont tendances, vous allez avoir des catégories, donc vous pouvez vraiment vous balader, aller chercher les collections qui vous intéressent. Bon, moi j'ai fait mon choix, donc je vais continuer sur ma décision de départ. Je vous laisse vraiment investiguer et voir quels sont les scénarios que vous voulez étudier, les cas d'études que vous voulez étudier. Je vais analyser uniquement donc les transactions qui ont lieu sur ma collection, mais sachez qu'il est évidemment possible d'analyser communément
donc dans une même vague d'analyse, plusieurs collections en commun, si ça a du sens, bien évidemment. Donc, la suite de notre travail va passer par un outil qui s'appelle Dune. Et donc Dune, je vous invite à créer un compte donc sur Dune. Dune, c'est un outil qui vous permet de requêter les données de la blockchain en utilisant un langage comme le SQL, qui va même plus loin, puisqu'il nous permet de créer des dashboards, permet vraiment d'investiguer les données de la blockchain. Alors, ici, j'ai choisi, par exemple, pour vous montrer ce qui est possible de faire, j'ai choisi un travail qui a été fait par un membre de la communauté que vous avez ici, et qui a analysé Sandbox et Decentraland, qui sont donc deux métavers que vous connaissez certainement. Et donc, ce qui a été fait, c'est que l'utilisateur a créé des requêtes sur Dune en SQL, se connecte aux blockchains et aux data de la blockchain pour identifier la valeur et l'évolution de la valeur des prix des terrains sur Sandbox et Decentraland. Et là, il s'agit, comme vous le voyez ici, des floor price. Le floor price, c'est donc le bout de terrain qui est le moins cher à un instant donné pour la collection des terrains de Sandbox versus la collection de terrains de Decentraland. Et on voit l'évolution qu'il y a eu depuis novembre 2022 jusqu'à décembre 2023. Évidemment, il y a d'autres données qui sont accessibles. En réalité, toutes les données transactionnelles sont accessibles dans la blockchain. C'est sécurisé, c'est anonyme, mais c'est surtout transparent. Et donc c'est cette transparence qui nous permet de faire ce type d'analyse qui ne sont pas systématiquement possibles en dehors des scénarios qui sont les scénarios du Web3. Donc là, on a cette richesse de pouvoir analyser, grâce à la transparence de la blockchain, tous les achats-ventes qu'il y a eu sur les métavers, mais aussi sur n'importe quel projet porté par des marques et qui seraient donc passés par des NFT. Ces données-là sont transparentes la plupart du temps. Donc, vous avez certainement eu le temps de créer un compte avec Dune. Donc, nous allons maintenant créer notre requête. Alors, pour cela, nous allons cliquer sur Create New Query. Et je vais ici même coller ma requête et je vais vous expliquer tout cela. Alors, l'idée de cette requête étant de pouvoir récupérer l'ensemble des transactions récentes associées à la collection que j'ai choisie. Donc, la première chose à faire est de s'assurer que le numéro du smart contract soit correct. Donc ici, mon numéro de smart contract, vous l'avez là, hein, il est en 0x34. Donc je vais le copier, je vais m'assurer qu'il soit bon, c'est le bon contrat. Donc là, on comprend bien que ce qu'on va faire, c'est uniquement analyser les transactions qui sont associées à la collection du métavers que j'ai sélectionné. Maintenant, les informations qui m'intéressent, pour les identifier, il faut comprendre que je requête la table qui est NFT Trades. Alors cette table NFT Trades, elle va être facile à retrouver ici même. En fait, je vais chercher NFT et vous allez voir que du côté d'NFT, vous avez différents types d'événements et vous avez les trades. Donc là, j'ai récupéré ma table. Cette table, elle contient un ensemble de champs et ce sont ces champs-là que je vais utiliser. Alors, ces champs, c'est l'adresse du smart contract qui est associée, ça va être le nom du projet, ça va être aussi quel était le possesseur du NFT en amont de la transaction, quel est le possesseur du NFT après la transaction, ça c'est le TX from, TX to par exemple. Et vous avez tout un ensemble d'éléments. Nous on va rester simple puisque notre objectif c'est simplement de cartographier le graphe. Et donc on a besoin d'un nœud source, d'un nœud cible. Donc notre nœud source ça va être TX from, le nœud cible ça va être TX2. On va garder le token ID qui est le numéro d'identifiant de chaque terrain en particulier, mais en règle générale de chaque NFT. Ça pourra nous permettre de savoir si un NFT en particulier a fait l'objet de beaucoup de transactions. Alors par exemple, celui que j'avais là, le token ID il est de 6751, donc on pourra le retrouver dans notre graphe pour voir les transactions qui sont associées uniquement à ce NFT et pas à la globalité de la collection. Nous avons le block time. Ce block time, c'est donc le moment où la transaction a eu lieu. Et puis j'ai rajouté deux choses qui sont importantes puisqu'on va travailler avec la version freemium de Dune. C'est le fait de garder uniquement les transactions récentes, donc qui est le block time en ordre descendant, et puis la limite
en termes de quantité de données qui sera renvoyée, et donc ce sera uniquement, dans mon cas, les 1000 dernières transactions. On peut faire beaucoup plus, l'idée étant simplement de pouvoir vous faire une démo et puis de ne pas utiliser tous nos jetons gratuits dans un premier essai. Donc je peux lancer l'exécution de ma requête, et je vois donc en dessous les transactions. Donc là vous avez le portefeuille crypto qui possédait le NFT 25825 jusqu'à l'il y a peu, c'est-à-dire jusqu'à ce matin à 8h24, aujourd'hui nous sommes le 5 janvier, et qui a été transféré donc à l'adresse suivante, ici même. Et donc de cette même manière, toutes les transactions peuvent être récupérées. On a récupéré donc le terrain qui est concerné, la date et l'heure qui sont associées, et puis qui était possesseur et qui est le nouveau possesseur. Donc ce sont ces informations-là qu'on va venir récupérer. Alors, si vous avez une version payante de Dune, vous pouvez directement exporter le CSV. Dans le cas où vous n'avez pas la version payante, nous allons devoir utiliser un script Python et passer par l'API. Donc c'est ce que je vous propose de faire, de passer par un script pour récupérer ces données-là. Alors, on va sauvegarder notre requête. On va l'appeler Metaver, simplement parce que ça concerne les transactions d'intérieur du Metaver. Je vais le sauvegarder. Notre requête, elle a un identifiant qui est disponible ici. Et donc, on va pouvoir maintenant, avec un script Python, demander à Dune, via son API, d'exécuter la requête 3330486 avec notre identifiant qui sera un identifiant, un token généré par l'API, et récupérer le fichier que l'on pourra sauvegarder et importer dans Gephi. Donc voilà la suite du processus. Donc allons-y tout de suite. Moi je vais utiliser le Jupyter Notebook. Dans mon notebook, je précise toutes les instructions et le processus pour pouvoir collecter ces données-là. Évidemment, il va falloir commencer par installer le client Dune. Donc ça, c'est une chose que moi, j'ai déjà faite ici, donc je ne vais pas le répéter. Vous pouvez consulter la documentation, aller sur la section API et vous allez voir toutes les instructions, comment tout cela fonctionne. Alors comme je fais tout vraiment en même temps que vous, je n'ai pas encore de clé d'API, donc nous allons générer une clé d'API. Donc cette clé d'API, vous allez la retrouver en allant donc dans la section API. Vous descendez Obtaining an API Key et là vous avez donc Individual Account. On va pouvoir cliquer là et Dune va nous créer une clé d'API qu'on pourra utiliser dans notre script pour nous identifier et pouvoir permettre à Dune de savoir qui est à l'origine de cette demande, sachant que nous sommes limités, mais nous pourrons tout de même collecter ces données sous forme de CSV. Donc je vais l'appeler Metaver une nouvelle fois. Je vais lui demander de générer ma clé. Il me donne une clé. Donc je vais la copier. Donc je copie cette clé et je valide. Donc j'ai maintenant une clé d'API. Je vais pouvoir, dans mon script, une fois donc, vous vous souvenez, vous avez fait l'installation du client Dune. Ensuite, je vais pouvoir utiliser cette clé ici même. Valider le changement de clé. Donc j'ai bien ma clé Dune qui est sauvegardée dans ma variable donc Dune API Key, et c'est celle-ci qui va me permettre auprès de Dune de m'identifier. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est pouvoir demander l'exécution de la requête que nous venons de créer sur Dune. Donc pour cela, vous avez à nouveau la documentation, mais le code que je vous mets à l'écran, c'est un code qui fonctionne. Donc vous avez les 3 importations à effectuer et surtout à préciser quel est le nom de votre requête. Donc moi je l'avais appelé Metaver, et puis l'identifiant de votre requête. Donc l'identifiant de votre requête, je vous la montre, elle est ici, il est ici là, l'identifiant de la requête. Donc c'est celui-ci que je vais copier. Je retourne ici même, je change mon identifiant de requête. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de diminuer la limite que j'avais fixée à 1000 pour par exemple la fixer à 200, l'objectif étant d'avoir une réponse rapide et de s'assurer de ne pas tomber dans un excès de jetons utilisés vis-à-vis de l'API. Vous pourrez consulter dans la documentation les limitations qui existent. Donc je vais mettre une limite à 200, je vais sauvegarder. Le numéro de requête ne change pas. Je vais donc cette fois-ci exécuter ma requête.
Donc d'une me fournit une URL qui permet d'accéder aux résultats directement en ligne, mais je vais attendre la fin d'exécution de cette requête. Voilà, je pense que c'est terminé. Donc à partir de là, comme vous pouvez le constater au travers du code, donc les résultats temporaires sont stockés dans la variable result.csv. Ce qu'il nous reste à faire tout simplement, c'est de sauvegarder ça dans un fichier que je vais donc appeler otherside.csv et simplement je fais un découpage des différentes variables avec un séparateur qui est la virgule. Donc je vais exécuter ça. Pas de retour, ce qui signifie que le fichier a été généré. C'est maintenant ce fichier-là que je vais essayer d'ouvrir avec Gephi. Donc mon fichier s'appelle otherside.csv. Il est ici même. Donc je peux vérifier qu'il a l'air tout à fait viable. J'ai bien le NFT ID, j'ai les transactions qui sont les plus récentes, y compris celles de ce matin. Donc ça c'est intéressant. Donc je vais pouvoir aller dans Gephi. Alors Gephi que vous connaissez peut-être, hein, qui est un logiciel de visualisation de graphes. Si vous ne connaissez pas Gephi, vous pouvez le retrouver donc sur gephi.org. Télécharger le logiciel, c'est un logiciel qui permet la visualisation de graphes. Moi je l'ai déjà installé, donc je vais ouvrir Gephi et puis je vais lui demander d'accéder au fichier. Il est là. Donc je vais maintenant ouvrir le fichier otherside.csv que je viens de générer. Là vous avez les différentes colonnes qui ont été retenues. On est bien en train d'importer une table des liens, puisque ce sont des transactions. On a la source, la target, le NFT ID. On aurait pu rajouter évidemment le montant de la transaction, ce qui nous aurait permis de pondérer les liens, mais l'objectif c'est que vous puissiez faire plus que moi, et donc je vous laisse investiguer ces axes-là, mais il y a évidemment la possibilité de faire beaucoup plus. Moi je vous fais simplement un POC. Donc le NFT ID c'est bien un entier, il n'y a pas de souci avec tout cela, je peux valider, et là je vois donc que les 200 dernières transactions ont impliqué 134 terrains, c'est donc le nombre de nœuds 134 et le nombre de liens 200. Je vais accéder donc à l'échantillon de données via Gephi. Dans Gephi, j'ai un identifiant qui a été créé dans les nœuds. Dans les liens, j'ai la source et la destination, ainsi que l'identifiant du token. Donc ici, je trouve les liens avec la source, la destination, l'identifiant du terrain qui est associé. Et donc on peut assez facilement suivre de cette manière-là l'ensemble des transactions qui ont eu lieu sur la chaîne de blocs en ce qui concerne le métavers d'Otherside. Je vais aller sur la vue d'ensemble. Dans la vue d'ensemble, je vais pouvoir visualiser sous forme de graphe les transactions. Je vais utiliser par exemple la visualisation Force Atlas pour voir les différents éléments. Je me rends compte que certains s'en vont, donc je vais plutôt utiliser un Fruchterman Reingold qui met tout ça dans une sphère et qui du coup rend un peu plus visible les choses. On voit que certains nœuds déjà centralisent les transactions. Alors ce sont des choses qui seront à investiguer. Si je veux clarifier ici mes différents nœuds, et le poids des liens aussi est à surveiller. Et je vais pouvoir évidemment me rendre compte qu'il y a certains nœuds qui sont plus importants que les autres. On peut les identifier en analysant le degré. Et ensuite, ce degré, on peut s'en servir pour affecter une taille aux différents nœuds, par exemple, afin d'afficher en plus grand les nœuds qui sont plus importants et en plus petit les autres. Donc après, c'est à vous de voir les valeurs que vous voulez renseigner. On tâtonne un petit peu pour avoir quelque chose d'intéressant visuellement. Et donc il y a des transactions qui peuvent attirer notre curiosité. Il faudra voir à quoi elles correspondent, à qui elles correspondent, voir quelles sont les transactions des wallets qui sont concernées. Si je retourne ici dans le laboratoire de données, donc vous avez les nœuds qui correspondent chacun à un crypto wallet, donc un portefeuille qui possède l'item à un instant T ou qui a effectué des transactions. Je peux copier les données de l'ID vers label, ce qui me permettra maintenant dans la vue d'ensemble d'afficher les labels.
Alors, c'est pas toujours très visible, mais on peut toujours aussi rendre l'affichage des labels proportionnel à la taille des nœuds. C'est comme ça qu'on fait remonter certains cas. Et du coup, si je veux par exemple analyser celui-ci, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, ou d'analyser ceux qui ont un degré entrant plus important ou un degré sortant plus important. Je vais pouvoir utiliser le calcul des différents degrés et ensuite aller dans le laboratoire de données pour récupérer ceux qui ont un degré entrant qui est plus important ou un degré sortant plus important, vont être ceux qui ont vendu plus sur ces dernières transactions. Et donc on va pouvoir savoir par exemple à quoi correspond, ou en tout cas quelles sont les transactions qui sont faites par le portefeuille crypto qui a vendu 2 de ces terrains récemment. Et ça, on peut reboucler, si vous vous rappelez, sur Etherscan. Et ici même, vous avez la possibilité de renseigner l'adresse d'un portefeuille et de voir par exemple quelle est la quantité d'Ether qu'il a sur son wallet, et puis les différentes transactions qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps. C'est une bonne manière d'investiguer, de voir ce qui s'est passé. C'est aussi une manière d'identifier par exemple des portefeuilles qui ont un intérêt tout particulier parce qu'ils ont accumulé énormément de richesses. Donc ceux qui vont avoir une quantité de NFT plus importante, ou un volume de NFT plus important, ou un rôle prépondérant dans la communauté, et d'aller les suivre pour, par exemple, s'inspirer de leurs investissements. Donc il est tout à fait possible de créer maintenant avec un script qui serait plus fait dans R ou dans Python, un script de graphe qui viendrait analyser le montant du retour sur investissement qui a pu être fait sur une transaction. J'ai acheté un terrain à tel prix, je l'ai revendu à tel prix, donc on peut calculer un différentiel de prix. Ce différentiel de prix peut venir s'accumuler au fil des transactions pour un même individu, et on pourrait afficher en couleur de manière plus vive ceux qui ont réussi à faire des retours sur investissement très intéressants sur des ventes à court terme, et ensuite se dire tiens, ceux-là ont des profils d'investisseurs particulièrement efficaces, et s'en inspirer, regarder quels sont ces nouveaux investissements pour éventuellement les suivre. Donc c'est là où la transparence de la blockchain peut nous donner des informations précieuses sur le comportement de certains investisseurs, nous permettre de suivre les achats, les ventes et éventuellement les nouvelles trouvailles d'un investisseur. Ce n'est qu'un exemple. Il y a évidemment d'autres choses qui sont possibles à faire grâce à ce graphe. On pourrait identifier, on pourrait voir, alors ici c'est pas forcément le cas, mais on pourrait voir des boucles, donc des loops. Dans ce graphe, quand on a des boucles, ça peut vouloir dire qu'il y a des traces du wash trading. Le wash trading, ça va être le fait que certaines personnes vont se créer des crypto-wallets et vont artificiellement augmenter la valeur d'une collection. Alors, comment c'est possible? Vous vous souvenez que ici, je vous ai dit, cette collection, elle a généré un volume énorme d'Ether, enfin en partie, pour être artificielle, c'est-à-dire qu'on se met d'accord à plusieurs, ou simplement je possède plusieurs crypto-wallets et je vais transférer l'item sur les différents crypto-wallets, je vais me racheter cet item-là plus cher à chaque fois pour créer artificiellement de la valeur et créer artificiellement des transactions sur la collection en question, sachant que les plateformes indexent très souvent l'importance d'un projet avec le volume qu'elle génère, et du coup c'est intéressant, en tout cas pour des acteurs malveillants, de tenter artificiellement d'augmenter ces chiffres-là à travers du wash trading que l'on reconnaît souvent par des patterns un peu suspects, comme par exemple les boucles où X va vendre à Y, à Z qui finalement va retransmettre le bien à X, donc on se rend compte que le possesseur au final est toujours le même, donc le bien n'a pas disparu, le NFT n'a pas réellement changé de main, mais il est passé par un ensemble de mains intermédiaires, et à chaque fois qui a généré de la valeur. Et donc il y a comme ça un accord qui peut être fait entre des crypto-wallets, de sorte à ce que artificiellement on crée de la valeur alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est là où il faut être aussi très vigilant dans nos investissements crypto. Via ce graphe-là et en l'enrichissant, on peut obtenir tout un ensemble d'informations qui sont précieuses. L'idée étant d'être créatif. Je peux par exemple analyser les items de fashion, qu'est-ce qui a été fait par les marques de fashion récemment, et faire une analyse de 2023-2024, toutes les collections qui sont liées à des items de fashion, et voir s'il y a de la manipulation de valeur sur ces marchés-là.
ou simplement voir quel est le profil de certains crypto-wallets. Est-ce qu'ils ont des profils de ce qu'on appelle NFT flippers, c'est-à-dire ceux qui vont acheter, revendre très vite juste pour faire de la valeur, de ceux qui vont vraiment garder. C'est à vous d'aller investiguer, de voir plus loin, d'aller appliquer des algorithmes de l'analyse des réseaux sociaux, d'aller appliquer des algorithmes d'analyse de texte pour enrichir encore tout ce qui est possible. Je vous souhaite d'investiguer, de continuer à investiguer. Vous voyez, avec des outils simples comme Dune, comme Python et Gephi, on peut très rapidement arriver à une analyse qui va être intéressante et qui va nous apporter des informations précieuses pour nos décisions futures.